Bonjour, bon week-end, bienvenue en Basse-Normandie pour votre émission La Voix est libre. Notre invité ce midi est un fervent défenseur de la Normandie, il est né à Argentan, il a publié plus de 80 ouvrages dont certains ont fait polémique. On peut citer L'Ordre libertaire et la vie philosophique d'Albert Camus ou encore La contre-histoire de la philosophie dans lequel il écrivait que Jésus était un personnage conceptuel. Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, né à Argentan, je le disais. Cette semaine, dans une tribune publiée dans Ouest France et en plein débat sur la réforme territoriale, vous appeliez les Normands à être fiers de leur région et à résister aux requins politique de la Haute-Normandie. On va en parler dans quelques instants. On fera un peu de politique justement dans cette émission avec François Hollande qui était à la télévision jeudi soir pour le bilan de mi-mandat. On évoquera également l'affaire des drones qui ont survolé les centrales nucléaires et notamment la centrale de Flamanville. La décharge de Nonant-le-Pin dans votre département. Quel regard portez-vous sur ce combat entre les opposants, les anti-GDE et les dirigeants de cette entreprise? Ou encore l'affaire de l'appartement du patron de la CGT, le canet Thierry Lepin, qui est à la tête du syndicat depuis mars 2013. Mais d'abord, Michel Onfray, votre actualité, vous, c'était lundi soir, au théâtre des rues Saint-Clair, la rentrée de l'Université populaire, une salle pleine à craquer. C'est la 13e saison, à vos côtés 17 intervenants. Le public a été conquis. Avant de vous laisser la parole, justement, on écoute quelques réactions à la sortie de la salle. C'est un personnage aussi, un personnage que l'on critique, que l'on aime, mais bon, je pense que quand on assiste à une de ces séances, eh bien, on ne ressort pas, c'est pas anodin, on va dire. D'accord ou pas d'accord, il nous fait germer en nous des émotions. C'est que c'est quelqu'un qui peut m'éclairer sur des tas qui me fait réfléchir, que j'écoute avec beaucoup de plaisir. N'ayant pas fait d'études supérieures, j'y trouve beaucoup d'intérêt. Et il présente beaucoup de thèmes qui m'intéressent. Il donne un plus à Caen, il a des convictions. Alors en effet, qu'on soit d'accord ou pas, il apporte quelque chose, on réfléchit, on pense, et donc c'est vraiment important. Il est important pour la Basse-Normandie ? Oui, tout à fait. Et on devrait le soutenir plus. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de je dirais, de rivalité et de règlement de compte. Donc il doit garder une certaine distance par rapport à tout ça. Et bien dans son rôle, quoi. Oui, et je pense que pour l'instant, il a su garder la distance. Ce qui n'est pas toujours facile et évident. Voilà, réaction recueillie lundi soir, 13e saison qui commence de cette université populaire. C'était archi-comble, vous avez affiché complet lundi soir. Quand vous écoutez justement ces spectateurs, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? J'avais envie de dire que je les aime, mais ça va faire des magots. Mais je suis toujours très heureux de les retrouver parce que c'est très émouvant de les entendre dire qu'on pense à l'Université populaire de Caen, qu'on réfléchit, qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, que c'est pas un lieu d'endoctrinement. Moi, j'ai 17 amis avec moi et ils ne pensent pas la même chose que moi. Donc, c'est effectivement un lieu où les idées circulent et je suis très heureux que des gens puissent me dire que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne à l'Université populaire. Alors, nous étions présents justement lundi soir et on a entendu dans le public des gens vous interpeller en disant attention, on n'est pas venu là pour écouter un débat politique, pas d'allusion à François Hollande ou qui que ce soit. C'est une réflexion intellectuelle, mais pas politique, c'est ça ? Oui, j'ai plus tellement souvenir. J'ai dû faire une plaisanterie, une vanne sur François Hollande. Parce que je fais le passage, je donne la parole à tout le monde, et puis il faut trouver un petit mot pour chacun, puis préparer le suivant, etc. Donc j'ai dû faire une vanne sur François Hollande, et puis peut-être une deuxième. Il y a quelqu'un qui dit on n'est pas là pour ça, probablement un militant socialiste, et il avait raison. On n'était pas là forcément pour faire une vanne sur Hollande, mais c'était drôle d'avoir un intervenant comme ça, parce que je pense que le ridicule s'abat plutôt sur celui qui voudrait qu'on épargne François Hollande que sur celui qui l'égratigne au passage. Alors, on va parler de la Normandie dans un instant, parce que c'est votre actualité également, avec cette tribune raffinement ou raffinerie, pour reprendre le titre du journal, la comparaison entre ce qu'on a ici, chez nous, dans notre basse Normandie, et ce qu'il y a de l'autre côté de la Seine, du côté du Havre. Mais avant de parler de la Normandie, et vous y faisiez référence, on va parler de politique et de François Hollande, qui a fait son bilan de mi-mandat jeudi soir à la télévision. Vous l'avez trouvé comment, justement, le chef de l'État ? Nul, comme d'habitude, mais ceci dit, je vois pas pourquoi d'un seul coup ce personnage deviendrait ce qu'il n'est pas. Enfin, les journalistes nous ont dit c'est un passage, c'est important à l'issue de cette émission, etc. Mais non, moi j'ai pas été surpris par François Hollande. Pendant 10 ans, il a été premier secrétaire du Parti socialiste.
Les gens pensent qu'il a trahi, mais il n'a rien trahi. Il est comme ça depuis des années. Ils ont élu ce monsieur, ils l'ont, et puis voilà. Donc il n'y a pas de raison que d'un seul coup, on découvre le général de Gaulle avec un képi hier soir, et que d'un seul coup, il sauve la France avec 3 idées géniales que lui auraient donné quelques conseillers. Et qu'est-ce qu'il doit faire maintenant, justement? Parce qu'il a dit qu'il resterait coûte que coûte jusqu'à la fin de son mandat. Éventuellement, il se représenterait si le chômage décroît. Il va faire la même chose que ce qu'il a fait précédemment, et puis il va ouvrir le parapluie, si je puis me permettre l'expression, parce que quand il pleut, il n'en a jamais, mais je veux dire qu'il va laisser faire, et il va tout prendre, et avec un grand sourire béat, en nous disant... Demain, on rase gratis, après-demain, on rase gratis, et puis voilà. Et comme c'est un pragmatique, il verra bien ce que ça donnera au moment des élections présidentielles. Mais la vieille technique qui consiste à instrumentaliser le Front National pour casser la droite en deux, et celle de Mitterrand, vieille technique, eh bien, c'est une technique qu'il va réutiliser à nouveau. Donc lui, à chaque fois que Marine Le Pen engrange des résultats positifs, c'est bon pour lui. Il pourra arriver comme le sauveur de la gauche. Je pense qu'il table sur cette hypothèse. Mais vous êtes de plus en plus dur, j'ai l'impression, avec lui, parce que l'an dernier, vous disiez, c'est Georges Pompidou à gauche. C'est un bon gestionnaire, un bon Premier ministre, mais ça n'est pas un président aujourd'hui. Vous êtes particulièrement sévère à son égard. Oui, mais je disais la même chose avec Sarkozy. Enfin, ces deux-là n'ont pas l'étoffe d'un président. D'abord, le quinquennat supprime la fonction présidentielle. C'est-à-dire, on a une espèce de Premier ministre sans le roi. On a des monarchies constitutionnelles scandinaves, par exemple, qui permettent d'avoir une espèce de pouvoir incarné par un président de la République, alors dans les monarchies par un monarque. Ici, on n'a plus ça. Il faut revenir au mandat justement unique. Oui, ça je pense que c'est d'abord mandat unique et puis mandat une fois dans sa vie. On est une fois président de la République, d'abord septennat, 7 ans, et pas de possibilité de refaire un deuxième septennat. Donc ça veut dire que Nicolas Sarkozy, en ce moment, qui fait son retour avec ses meetings, il y en aura un lundi soir à Caen, dans le cadre de la campagne pour la présidence de l'UMP, lui, il fait une erreur. En revenant. Il fait plein d'erreurs, surtout. Je veux dire, il est quasi délinquant, on voit bien qui est ce personnage, il est sans foi ni loi, c'est un personnage grossier, vulgaire, fasciné par l'argent, qui prend les gens, les jette, etc. Enfin, je suis sévère avec les gens qui sont au pouvoir, parce que ces gens sont sévères avec le peuple. Je ne suis pas sévère avec Hollande pour le plaisir de l'être, ou sévère avec Sarkozy pour le plaisir de l'être. Je suis sévère avec ces gens-là parce qu'ils sont sévères avec les petits, avec les paysans, avec les agriculteurs, avec les jeunes qui cherchent du boulot, avec les RMistes, avec les gens qui ont plutôt le RSA aujourd'hui, etc. Enfin, il y a une misère qui est générée par ces politiques-là, de l'Europe libérale. Ce sont ces gens-là qui font cette politique. On a bien le droit d'être un peu sévère avec eux. Alors qu'est-ce qu'on fait justement quand on a un président qui a 12% de notoriété, avec un ancien président qui souhaite revenir au devant de la scène, avec une Marine Le Pen, on va en parler justement, qui est aujourd'hui considérée comme la personnalité qui s'impose le plus à François Hollande pour 60% des Français. Qu'est-ce qu'on fait avec cette situation politique? Que proposez-vous si vous étiez de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire? Si vous étiez à leur place? À la place à la place de ces dirigeants politiques que vous critiquez? D'abord, je n'y serais pas, mais y serais-je que je vais jouer le jeu, que je rendrai le pouvoir qu'on m'a donné. Je pense qu'il faut donner le pouvoir aux gens. Quand on dit aux gens référendum sur le traité constitutionnel européen, en voulez-vous? Et que les gens disent on n'en veut pas, le premier travail, c'est de dire vous n'en voulez pas, on défait ce traité. Et c'est pas de dire, d'appeler Sarkozy en lui disant comment on fait pour faire passer quand même ce traité, puis passer par-dessus la tête du peuple et avec le Sénat et l'Assemblée nationale, réunir le Congrès en disant vous l'aurez tout de même. Alors on va parler de la montée du Front National justement. On a vu quelques images de Marine Le Pen il y a quelques instants. On va prendre l'exemple de votre ville, Argentan. Vous êtes né il y a 55 ans exactement, dans cette cité ouvrière qui a connu une multitude de fermetures d'usines. Ça commençait, c'était la plus médiatique en 2001 avec le dépôt de bilan de Moulinex. Dans votre ville, Argentan... Avec la bénédiction de M. Le Pen à l'époque. Oui, dont on parlera peut-être plus tard, et qui est devenu le numéro 1 de la CGT, et qui a quelques soucis avec son appartement parisien. Le Front National a réalisé sur Argentan, aux municipales dernières, plus de 20% des suffrages. Il y a 3 conseillers municipaux FN à Argentan. Comment vous l'expliquez, justement? Vous qui êtes fils d'ouvrier agricole, votre mère était femme de ménage, comment vous voyez, justement, cette évolution de cette ville d'Argentan? Elle n'évolue pas. C'est-à-dire que moi, j'ai payé mes études en travaillant en Ouest-France
Quand j'avais 18-19 ans, à l'époque, le maire voulait que la ville passe les 20 000 habitants. On était autour de 18 000 habitants avec Pierre Pavis. On est passé en dessous des 15 000 habitants. Donc on est vers 15 000, vers 14 000, toutes les boîtes ferment les unes après les autres. Et puis il n'y a pas de projet de la part de Pavis et de son équipe. Il n'y a pas d'envergure. Mais est-ce que ça n'est pas un problème national, justement, la montée du Front National dans l'Orne et sur Argentan? Non, il n'y avait pas d'argent pour l'Université populaire du goût que j'ai créée à Argentan il y a 6 ans. Il n'y a pas d'argent. Mais il y avait 100 000 euros pour refaire les ronds-points, pour entrer dans les villes juste avant les municipales. Donc il n'y a jamais eu d'envie d'aimer Argentan. Ces gens n'aiment pas Argentan, enfin ça marche pour lui, mais ça marche pour d'autres aussi. Je dirais, il y a plein de gens qui n'aiment pas les Normands, ils aiment le pouvoir qu'ils ont sur les Normands. Ils n'aiment pas Argentan, ils aiment le pouvoir qu'ils ont sur les Argentanais. Ce qui les intéresse, c'est pas de dynamiser la ville, c'est pas de faire des choses, c'est pas de sortir les gens du fossé, c'est de couper des rubans, c'est de dire c'est moi le chef, on va me voir dans le journal, Est-ce qu'un jour on pourrait voir Michel Onfray justement sur une liste municipale à Argentan, qui est un habitant historique? Mais Pavis a eu peur de ça pendant des années, mais moi j'ai pas envie de m'occuper du remplissage des chemins et puis la politique, ça vous intéresse pas? J'en fais tous les jours en faisant l'université populaire. C'est-à-dire moi, mon problème, c'est pas de vivre de la politique, mais c'est pas de me servir de la politique, c'est de servir la politique. C'est de la commenter? Pardon ? C'est de la commenter? Non, c'est d'en faire. Moi, je ne suis pas payé pour être adjoint à la culture à la ville d'Argentan ou ailleurs. Je ne suis pas payé, moi. Je n'ai jamais été payé pour faire ce genre de choses. En revanche, je fais de la politique en créant une université populaire, en l'animant avec mes amis, en faisant celle de l'université populaire du goût. C'est faire de la politique. On ne fait pas forcément de la politique en étant conseiller municipal. On en fait en étant dans les associations. Il y a plein de gens qui font de la politique en étant dans des associations modestes, discrets, pas payés, qui mettent même d'ailleurs la main à la poche, qui n'ont pas des indemnités de maire, des indemnités de conseil général, des indemnités, etc. Mais qui le font parce qu'ils croient vraiment à ce qu'ils font. On va revenir sur la progression du Front National, qui est un phénomène qu'on a observé lors des dernières élections en Basse-Normandie, notamment dans le département de l'Orne, notamment en milieu rural, dans des petites communes de 200, 300 habitants, où maintenant les maires n'hésitent plus à s'afficher Front National. Est-ce que demain, le FN, dans votre région et autour de votre ville, pourrait être le premier parti face au PS, face à l'UMP, dans l'Orne? Bien sûr. C'est quelque chose que vous imaginez? C'est pas que j'imagine, c'est que je le constate et que j'ai été très étonné que les journalistes, d'ailleurs, ne fassent pas un commentaire qui tout de même s'imposait, c'est-à-dire qu'au moment du renouvellement du tiers du Sénat, les journalistes et les politologues, comme on dit, c'est vraiment pas une science exacte, avaient considéré qu'il y avait à peu près 1000 voix qui étaient susceptibles de se porter de la droite qu'on dira traditionnelle et républicaine à la droite de Marine Le Pen. Il y en a eu 4000, 4 fois plus. Ça veut dire qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui, à droite, dans la droite qu'on dit républicaine, votent aujourd'hui en secret pour le Front National. Ça veut dire que si vous avez un deuxième tour avec Marine Le Pen, eh bien, il y a plein de gens qui ne vont pas se gêner pour aller voter pour Marine Le Pen, de sorte que ce qui n'était pas possible avec son père peut le devenir 2017, Marine Le Pen, au second tour de la présidentielle, c'est quelque chose auquel... Ça, je pense qu'on peut le dire. Elle y sera. Elle y sera. Maintenant, le problème, c'est passera-t-elle ce tour-là? Et la question est, elle risque d'y passer, parce que quand on voit ce que la gauche ne fait pas, quand on voit ce que la droite est capable de faire pour ne pas perdre ses sièges ou pour revenir au pouvoir, tout est réuni pour qu'effectivement elle puisse passer pour une alternative. Alors, on va revenir à notre actualité normande, même si on était à Argentan et dans l'Orne il y a quelques instants. Vous partagez votre vie entre Argentan, Caen et puis Paris. Non, vous avez un appartement à Caen maintenant? Non, je suis place de la Résistance à Caen. J'ai perdu ma compagne il y a 1 an et demi. Nous avons vécu plus de 36 ans à Argentan. J'ai quitté cette ville, ça a réjoui le maire d'ailleurs, et je n'y mettrai plus les pieds parce que c'est trop de souvenirs douloureux et pénibles. Donc j'ai tout déménagé, c'est-à-dire ma bibliothèque de 20 000 bouquins, et je suis maintenant canné et définitivement. Je vais à Paris parce qu'on ne peut pas en faire l'économie. Il faut aller de temps en temps dans des bouges, il ne faut juste pas y vivre, il faut rentrer chez soi. Mais Paris n'est pas d'actualité pour moi et ne sera jamais d'actualité. Alors, en plein débat sur la réforme territoriale et à quelques mois de la fusion annoncée des deux Normandies, vous avez rédigé, je le disais au début de cette émission, cette tribune dans le journal Ouest France, une tribune intitulée « Raffinerie ou raffinement ». On comprend la subtilité et le titre. Vous écrivez, la Normandie ne s'aime pas, contrairement aux autres régions. C'est quand même dur pour nous qui sommes ici dans cette région. Alors, que nous conseillez-vous?
D'être fier d'être normande, de retrouver une identité normande, c'est ça? Mais écoutez, moi, ça fait des années. Moi, j'ai été blacklisté, par exemple, sur Ouest France pendant 10 années, Argentan, parce que quelqu'un avait décidé de ne pas parler de moi. Ça a été le cas ici, parfois, dans vos rédactions, à une époque, etc. On n'a pas le sens du bien public, de l'intérêt général. Il y a plein de gens qui font plein de choses intéressantes. Théâtre, cinéma, poésie, littérature, édition, recherche. On a intégré cette année un ami qui travaille sur les poulpes avec des bouts de ficelle. Oui, eh bien, ils font de la recherche, on n'en parle pas. Non, on a des talents extraordinaires, on a l'art roman, on a du tourisme, on a de la gastronomie, on a de l'écologie, on a du tourisme vert qu'on peut vendre et proposer. On ne sait pas le faire. Alors c'est une tribune qui a fait pas mal parler d'elle depuis le début de la semaine. Les hommes politiques vous en ont un peu voulu parce que vous dites la Basse-Normandie a des atouts, l'agriculture, et puis vous citez très clairement l'agriculture, la ruralité, la gastronomie, alors que la Haute-Normandie a les industries, les banques, les usines, raffineries ou raffinement, donc on comprend bien. Certains vous ont dit, mais attendez, il y a aussi des industries en Basse-Normandie, il ne faut pas mettre dans des appartements, en l'occurrence, les compétences de chaque région. Bien sûr, il y a aussi de la culture en Haute-Normandie, et la culture au normande est aussi importante, intéressante, et il y a plein de gens de talent et plein de gens de qualité. J'entends bien, je ne suis pas crétin à ce point, simplement quand Jean-Jacques Lerosier me passe commande de ce texte pour Ouest France, il me dit 3500 signes, pour moi c'est un aphorisme, moi j'étais prêt à faire un livre. Donc je fais ce petit texte, et on ne dit pas tout, c'est une espèce d'invitation à penser et à réfléchir. Donc effectivement, chacun pensant les choses à partir de lui. Quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de requins en Basse-Normandie, il y a des petits poissons qui m'ont dit mais pourquoi moi je suis pas un requin? Ben non, il y a pas de requin politique, vous avez dit. Ben oui, Laurent Fabius en est un. Je veux dire, c'est pas compliqué. Il a été Premier ministre très jeune. Il a été plusieurs fois ministre. C'est aujourd'hui le président de la France en dehors de la France. Je veux dire, le ministre des Affaires étrangères qu'il est et l'interlocuteur de tous les pays du monde en lieu et place de François Hollande. Bon, le grand patron de la Normandie, c'est Laurent Fabius. C'est un personnage de poids, de qualité. Et qui a bien compris que la Basse-Normandie n'allait pas lui résister. Alors, cette semaine, on va parler justement des élus dans un instant. Le président de la Basse-Normandie, Laurent Beauvais, a lancé à Coutances une série de réunions, 12 au total, au cours desquelles il va parler de la réunification, des bienfaits de la future Grande Normandie, pourquoi il faut accompagner ce projet. Laurent Beauvais, que je vous propose d'écouter, il était sur notre antenne jeudi soir. Moi, mon souci en tant que président de cette région, c'est de présenter le meilleur de la Basse-Normandie, de Granville à Cherbourg, de Cherbourg à Mortagne-au-Perche, et puis à Caen, bien entendu, de faire en sorte qu'on positive un peu, qu'on soit conscient qu'on a de vrais atouts en Basse-Normandie et que ces atouts, on peut les porter demain dans la Grande Normandie. Il est positif, Laurent Beauvais, il y croit, il faut être positif, il accompagne le projet de cette Grande Normandie. Est-ce qu'il pourrait faire un bon président de la future Normandie ? Laurent est un vieux copain, il est d'Argentan depuis très longtemps, donc je le connais. C'est ce qui vous relie d'ailleurs. Pardon ? C'est ce qui vous relie. Oui, mais il est au pouvoir. Que je sache, c'est lui qui m'a convaincu du bienfait de la réunification des deux Normandies. Moi, j'étais plutôt rétif et résistant. Il y a des années, il m'en a parlé. Je dis, mais oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as des arguments que je n'ai pas. C'est presque moi aujourd'hui qui vais le convaincre du bienfait de cette réunification. Mais il est aux manettes. C'est pas moi. Ça fait des mois et des mois, voire des années, que je lui dis qu'on devrait pouvoir faire des choses ensemble, qu'on pourrait peut-être même faire un livre programmatique pour présenter la Normandie, ses avantages, ses atouts, etc. La balle est dans le camp de Laurent. Il a les manettes, il a le pouvoir, il a les gens, l'administration, il a la possibilité de s'exprimer, de lancer l'aventure. Je lui ai toujours dit que je serais avec lui à ses côtés s'il était partant. Mais apparemment, ça ne lui a pas trop plu que vous écriviez qu'il n'y ait pas de grands fauves en Basse-Normandie, comparé aux requins dont on faisait allusion il y a quelques instants de la Haute-Normandie. Oui, mais dans ce texte, je dis que c'est un inconvénient pour la politique, mais c'est un avantage pour la morale. Donc il aurait pu voir que c'était plutôt bien que je le range du côté de la morale, parce que je suis plutôt du côté de la morale que de la politique. Mais de fait, il suffit de regarder les CV de chacun. Qui a été Premier ministre entre Laurent Beauvais et puis François... et puis j'oublie même son nom, Laurent Fabius. Voilà, c'est ainsi. Laurent n'a pas été ministre, il n'a pas été... etc. etc. Donc c'est pas grave. Je n'en fais pas une affaire d'État et ni non plus une affaire de testostérone. Je dis simplement que là où il est, avec le pouvoir qu'il a, il peut faire des choses et qu'il le fasse et que je serai avec lui dans cette configuration-là. Alors, quelle capitale pour la Normandie ? C'est aussi un débat actuel. Caen, Rouen, certains disent même Le Havre. Pourquoi pas une capitale à 3 têtes également, en répartissant les compétences entre ces 3 villes. Vous dites Caen doit être capitale culturelle et plus peut-être ?
Alors ça, c'est la thèse de Philippe Cléris, qui est notre ami, qui anime un séminaire Normandie à l'Université populaire de Caen depuis très longtemps, et qui veut, lui, 3 capitales. Déjà 2, c'est pas possible. Alors 3, je pense que ça multiplie un peu les difficultés. Je pense, mais je vous prends le pari, que de toute façon, la démographie, la puissance politique, le nombre de militants socialistes en Haute-Normandie et le nombre des militants socialistes en Basse-Normandie, tout ça fait que c'est la Haute-Normandie qui va piloter toute la Normandie avec une Basse-Normandie qui sera à la traîne. C'est ainsi. Je dis donc, si on veut sauver aujourd'hui quelque chose dans cette aventure, il faut que Caen soit susceptible d'être une capitale digne de ce nom. Quand Laurent pense qu'on peut dissocier l'économie et la politique en disant capitale économique, Rouen, capitale politique, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça change pour les gens, si on peut l'expliquer? Le fait que Rouen soit une capitale politique, administrative, économique, et que Caen soit une capitale culturelle, dans la vie des gens qui nous écoutent. Dans la vie de tous les gens, vous aurez les emplois là-haut, vous aurez l'argent là-haut, vous aurez les finances là-haut, vous aurez l'énergie, c'est-à-dire le sang qui va irriguer ce secteur-là. Et puis nous, dans les campagnes, eh bien, on n'aura pas de boulot, on aura du chômage, on aura de la misère, de la pauvreté, comme à Argentan, des usines qui ferment, une incapacité à faire de telle sorte qu'on puisse vendre ce qu'on a à vendre, c'est-à-dire le tourisme. Moi, j'ai dit pendant des années qu'à Argentan, on avait la possibilité de vendre un tourisme vert, de baliser, par exemple, des itinéraires romans, enfin, de faire un certain nombre de choses qui font qu'on prendrait notre destin en main et qu'on éviterait que nos jeunes s'en aillent et quittent la Normandie, d'éviter que les gens soient au chômage, dans la misère ou la pauvreté, ou que les paysans soient dans cette souffrance comme ils sont dans cette souffrance. Est-ce qu'il faut poser la Basse-Normandie et la Haute-Normandie? On a bien compris de quel côté vous étiez. Vous êtes... Heureusement. Non, il ne faut pas les opposer. Il faut simplement se dire... D'Argentan et puis supporters de la Basse-Normandie. Oui. Mais est-ce qu'on peut les opposer? Est-ce qu'on doit les opposer? Mais non, c'est pas moi qui oppose. Je dis simplement que ce sont deux moments d'une même instance. Moi, je veux une Normandie réunifiée. Mais c'est comme dans un mariage. Il y en a 2. Je dis c'est un mariage non pas d'amour. Vous serez témoin du mariage? Personne ne me demandera ça. Mais c'est pas un mariage de raison, c'est pas un mariage d'amour, que ce soit donc un mariage de raison. Donc je suis juste en train de dire que on doit pouvoir penser ce mariage dans une configuration raisonnable et rationnelle, à défaut de grand amour. On peut pas dire que la réunification supprimera Basse et Haute-Normandie. Il va rester 3 départements d'un côté, 2 de l'autre, 3 fromages d'un côté, 1 de l'autre, et puis un pouvoir, les abbés de Guillaume le Conquérant ici, enfin 1000 choses qui font qu'on doit pouvoir. Et nous serons tous normands donc à partir du 1er janvier. Et c'est tant mieux, 2016. Et je m'en réjouis. Alors, le sujet, on va continuer à évoquer l'actualité de cette semaine et certains sujets qui vous intéressent plus particulièrement, puisque ça se passe notamment dans l'Orne. Et un sujet qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines, c'est cette fameuse décharge GDE à Nonant-le-Pin. Cette semaine, la Cour d'appel a demandé la relaxe de GDE concernant le stockage. Je fais un peu l'histoire et les derniers éléments de ce feuilleton avec donc la Cour d'appel qui demande que GDE soit relaxée, puisque le stockage de déchets pneumatiques n'est pas condamnable. Jugement le 21 janvier prochain. Est-ce que vous adhérez au combat des opposants qui refusent l'implantation de cette décharge au milieu d'une zone de haras? Je pense qu'aujourd'hui, la question de l'intérêt général a disparu et qu'il n'y a plus que des égoïsmes. Et on ne dit jamais, moi je veux défendre ma peau, mon terrain, mon territoire, ma petite personne, mes avantages, mes biens, etc. On ne dit jamais ça, on ne dit jamais qu'on est un égoïste. Donc on s'en vient d'un seul coup défendre la nature. Et qui peut être opposé à ce genre de combat? Je trouve extraordinaire qu'un certain nombre de riches propriétaires qui roulent en 4x4 se découvrent écologistes d'un seul coup, après avoir soutenu la FNSEA pendant des années, et puis avoir voté à droite en soutenant une agriculture productiviste. Comment on fait quand sa voiture est hors service? Il faut bien qu'elle soit recyclée quelque part. Donc les gens, ils veulent bien des tas d'ordures, mais chez les autres. Ils veulent bien des trucs de recyclage, mais chez les autres. Donc ça veut dire, très concrètement, que si on vous demandait de soutenir les opposants et d'aller manifester contre l'ouverture de cette décharge, vous n'iriez pas? À l'époque où il y avait un chapiteau à l'Université populaire d'Argentan, et il s'est envolé un soir de grande tempête, j'ai prêté le chapiteau pour que les gens qui s'opposaient à cette décharge puissent se rencontrer, parler, etc. J'ai été évidemment très sollicité, j'ai toujours refusé. Donc vous me demandez, je n'avais pas forcément envie de prendre une position publique sur ce terrain-là. Mais moi je suis pour des positions pragmatiques. N'aurait le droit de s'opposer à cette décharge que les gens qui roulent à bicyclette. Vous ne serez pas aux côtés de Thierry Ardisson? Mais non, il m'a déjà demandé... Pas partie des artistes qui non, je pense vont s'exposer là-bas sur les barrages devant la décharge. Il faut une vie cohérente. On ne peut pas dire j'ai une vie qui suppose des ordures et des déchets, mais ces ordures et ces déchets, je veux les mettre chez mon voisin, mais pas chez moi.
Ça arrive chez nous, bon, d'accord, voilà, et on aurait préféré que ce soit ailleurs. Donc, on cherche des arguments écologiques, mais je pense que l'écologie est prise en otage, ici comme ailleurs, comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs, l'écologie a bon dos. Alors, on va voir une image justement de ce qui s'est passé il y a quelques jours aussi à Nantes avec ces scènes de guérilla urbaine après la mort de Rémi Fraisse. C'est l'affaire du projet de barrage de Sivens dans le Tarn. Vous disiez l'écologie à bon dos, c'est un nouvel exemple justement ? J'ai l'impression, parce que là aussi il y a des paysans, et comme par hasard on les entend pas les paysans. Il y a aussi des paysans qui ont demandé qu'il y ait ce barrage pour irriguer. On peut repenser la question de l'agriculture et puis dire mais vous faites trop de maïs et puis le maïs exige beaucoup trop d'eau et d'irrigation, etc. Mais qu'on repense vraiment l'agriculture, mais qu'on n'oublie pas les agriculteurs. Alors oui, d'accord, il y a eu un garçon qui a été tué, c'est extrêmement dommageable. Mais il y a à peu près un paysan qui se pend tous les jours. Tous les jours. Et quand c'est pas 2 fois par jour. Et ces paysans qui se pendent, ça fait pas l'actualité. On n'en parle jamais. Ils se mettent au bout d'une corde, on les enterre, on ferme la ferme et c'est terminé. Et les familles n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Alors je veux bien, c'est très dommageable qu'un garçon soit mort d'un tir de grenade. Mais n'oublions pas aussi que les paysans crèvent la faim, sont dans la douleur, dans la souffrance, ils sont endettés, ils se pendent. Ça sent la poudre, vous me disiez en préparant cette émission. Mais évidemment. Et on a des gens ici qui prétendent défendre la nature. Et ce garçon probablement défendait la nature. Mais on peut aussi imaginer d'autres contrats que des contrats qui passent par la violence, parce que les agriculteurs ont besoin d'exister aussi. Alors, dans l'actualité également, il y a aussi cette affaire de l'appartement de Thierry Lepan, ce canet de 54 ans. Il y a un peu d'écart entre vous deux, qui est devenu numéro 1 de la CGT en mars 2013. Il est hébergé à Paris dans un appartement de 79 mètres carrés qui a été rénové pour un montant de 105 000 €. C'est ce qu'il a dit après l'article du Canard enchaîné. Quel regard vous portez sur cette affaire ? Moi, j'ai tendance à croire que quand on est le patron... Qui porte atteinte au milieu syndical. Oui, mais là, je serais... À l'image des syndicats. En même temps, je peux imaginer que Thierry Lepan, il ait autre chose à faire que de gérer ce genre de problème-là, et que quand on pilote une centrale syndicale comme celle-ci, et on laisse faire, je veux dire, l'intendance... Donc vous le croyez quand il dit j'ai découvert ça dans la presse ? J'ai tendance à croire effectivement qu'il découvre dans la presse que ça se passe comme ça à la CGT. Vous l'avez déjà rencontré ? Non, jamais. Mais il y a des vieux staliniens sur les images qu'on voit là à la CGT qui sont comme ça, qui n'applaudissent pas. On peut imaginer qu'eux ont donné ce genre d'informations au Canard enchaîné parce que on se dit ça va salir le personnage. Moi, je lui reprocherais plutôt la gestion de la fermeture de Moulinex que ce genre de choses, parce que je pense qu'il peut effectivement l'avoir découvert dans le journal. Alors, et puis, dans l'actualité, qui fait voler des drones au-dessus des centrales nucléaires ? On le disait au début de cette émission, l'enquête se poursuit. La centrale de Flamanville, comme 15 centrales en France, a été survolée par ces drones. Est-ce que ça vous fait peur, justement ? Est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait des extrémistes qui larguent, c'est un peu ce que dit Greenpeace, qui dit moi j'y suis pour rien, c'est pas moi, mais on pourrait lâcher des explosifs au-dessus des piscines et faire beaucoup de dégâts. Est-ce que vous partagez l'avis de Greenpeace ? Oui, bien sûr, ils ont raison. Et heureusement qu'il y a Greenpeace sur des sujets comme cela. Quand nous, on se fait pourrir la vie aux aéroports et qu'on nous fait presque vider nos tubes de dentifrice sous prétexte qu'on a de quoi faire sauter un Airbus, on peut imaginer effectivement que les explosifs liquides, s'ils existent vraiment comme on nous dit qu'ils existent, ils sont susceptibles d'être portés par des drones et que ça ferait du mal sur une centrale comme celle-ci. Qui pilote ces drones, c'est la question. Et voilà. Ouais. Et quand Ségolène Royal nous dit toute naïve que c'est fait pour supporter la chute d'un Airbus, elle plaisante ou quoi ? Non, c'est pas fait pour supporter ce genre de choses. Et de fait, les écologistes ont raison d'imaginer que, même si moi je suis un défenseur du nucléaire, je dis à défaut depuis toujours. À défaut de ça, c'est pareil. Si on n'utilise pas l'électricité, on arrête les centrales nucléaires. Mais si on a besoin d'électricité, comme on la produit. On arrive presque à la fin de cette émission, Michel Onfray. Quels sont vos projets pour les mois qui viennent ? Des projets de livres, des projets... Oui, d'écriture, toujours. J'ai un très gros livre qui s'appelle Cosmos, qui va faire 500 pages, 1 million de signes, et je pense que c'est mon premier livre. Vous avez dit tout à l'heure que j'avais publié plus de 80 livres, mais c'est effectivement un livre que j'ai écrit un peu après la mort de mon père, qui est un livre qui m'a fait voir les choses un petit peu autrement. Donc il y aura la parution de ce livre. Pour quand ? Mars. Et puis une participation, je peux le dire parce qu'on en sort là, donc une participation, je sors d'une réunion, mais avec la mairie de Caen qui est très attentive à la nouvelle mairie, très attentive à ce que fait l'Université populaire, donc des projets probablement pour permettre à l'Université populaire de mieux exister que précédemment. Et de s'exporter à Paris également. Non, enfin on fait quelque chose, on se décentralise, c'était ma plaisanterie en disant on le fait une fois par semaine au Théâtre du Rond-Point, chacun 1 heure, pour montrer que de temps en temps, une
n'y a pas que le salon de l'agriculture qui puisse permettre aux Normands de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et vous restez en Normandie, c'est la bonne nouvelle de cette émission. Il y a eu une menace à un moment où vous aviez menacé de partir, vous restez bien chez nous. Non, j'ai pas menacé. Non, jamais menacé de partir. J'ai dit que l'université populaire pourrait se faire ailleurs, mais non, ça n'est plus d'actualité. Ça n'est plus d'actualité, vous restez chez nous, dans notre région, la Basse-Normandie. Merci d'avoir accepté notre invitation. La semaine prochaine, nous continuerons à parler de la Normandie puisque nous recevrons sur ce plateau